Salut les jeunes! Vous en avez forcément maintes et maintes fois entendu parler. Nous allons rencontrer aujourd'hui l'une des deux grandes familles maudites de la Grèce antique, j'ai nommé les Atrides. Accrochez-vous, c'est un petit peu complexe. Alors, avant de s'emballer sur leur arbre généalogique, et vous allez voir c'est quand même du costaud, une petite précision s'impose. Pourquoi les appelle-t-on les Atrides? Eh bien parce que quand on parle des Atrides, on a tendance à le prendre à partir de la génération d'Atrée, puis des générations suivantes. Mais nous, pour que ce soit beaucoup plus rigolo, on va remonter aux origines de cette famille, parce que oui, c'est abominable et dysfonctionnel dès le début. Et surtout, ça permet de comprendre un paquet de trucs. Donc allons-y. Au démarrage, comme souvent, on a Zeus qui se fourre partout et provoque des problèmes à son échelle, c'est-à-dire monumentaux. Zeus fricote cette fois avec Pluto. Non, pas le chien. Pluto, tout ce qu'on sait d'elle, c'est que ce serait une nymphe. Et ça s'arrête là. De cette union va naître Tantale. Ce garçon est principalement connu pour son supplice, mais avant d'en arriver là, il se passe des trucs. Tantale épouse Dionée, la fille du titan Atlas, vous savez le gars qui porte le monde sur ses épaules. Voilà, celui-là. Avec elle, il aura, entre autres enfants, Pélops et Niobé. Niobé, tout le monde remet, je sais pas. Niobé, c'est celle qui va avoir 14 enfants. Dans la mythologie grecque, elle est connue pour avoir eu 7 filles et 7 garçons. Elle en était tellement fière qu'elle a fini par se moquer de la mère d'Artémis et d'Apollon, qui elle n'a réussi à avoir que 2 enfants. Finaux, comme souvent dans la mythologie, Artémis et Apollon vont venger leur mère Leto en tuant les 14 enfants de Niobé. Voilà, en finesse. Donc, Niobé d'un côté, Pélops de l'autre. Tantale, en bon fils de Zeus, est admis à la table des dieux. Alors il y a d'innombrables versions sur la raison pour laquelle Tantale a été punie, mais nous on va s'intéresser surtout à celle qui a été très largement reprise au théâtre. Tantale a donc tué et découpé son propre fils Pélops pour le servir à manger aux dieux. Voilà, normal, tout le monde fait ça. Les dieux se rendent tout de suite compte que cette viande est d'origine humaine, sauf Déméter paraît-il, et ils envoient Hermès aux enfers chercher l'enfant et le ramener. Pour ce crime, Tantale va être puni à subir le fameux supplice de Tantale. Il va donc être enchaîné au beau milieu d'un fleuve. Il a des arbres fruitiers à proximité, mais dès qu'il tend la main pour saisir un fruit, les arbres s'écartent comme poussés par le vent et dès qu'il tente de se pencher pour boire, l'eau fait de même. Pour autant, il est éternellement tiraillé par la faim et la soif sans jamais pouvoir mourir. Voilà, donc maintenant passons à Pélops. Très clairement, on va pas se mentir, il vaut pas franchement mieux que son paternel celui-ci. Après ce charmant événement, mêlant infanticide et cannibalisme, Pélops, toujours enfant, ravit le cœur de Poséidon qui l'enlève, un peu comme Zeus fera plus tard avec Ganymède. Mais sur ordre de Zeus, Pélops regagne la terre et se rend dans le Péloponnèse, dont le nom est d'ailleurs tiré du sien. Il va avoir un premier enfant dénommé Chrysippe avec une mortelle ou une nymphe, ça on sait pas trop, mystère. Plus tard, il va faire la rencontre de celle qui va devenir sa femme, Hippodamie. Mais le père de la belle, le roi Eunomaos, qui est fils d'Arès, roi de Pise en Élide, a décidé qu'il défierait chacun des prétendants de sa fille à une course de chars et qu'il tuerait les 10 prétendants s'ils restaient vivants à la fin de la course sans pour autant l'avoir gagné. Or, ce fieffé tricheur gagne systématiquement grâce aux juments d'origine divine qu'il utilise et qui lui ont été offertes par son père. Autant dire qu'Hippodamie se prépare un avenir radieux de vieille fille. Et là, 2 versions. Dans la première, Pélops remporte la cour de chars grâce à 2 chevaux ailés offerts par Poséidon. Dans la version qui nous intéresse, en revanche, Pélops soudoie l'écuyer du roi. Il va lui promettre une nuit avec Hippodamie, que l'écuyer en question convoite depuis longtemps, plus la moitié du royaume s'il sabote le char du roi Eunomaos. C'est donc chose faite et Eunomaos meurt dans cette course.
Afin d'éviter d'avoir à partager à la fois sa femme et son royaume, et surtout d'éviter d'être découvert bien sûr, Pélops va tuer l'écuyer qui va les maudire, lui et ses fils. Pélops épouse Hippodamie, monte sur le trône et va avoir pléthore d'enfants avec sa femme. Ce qui nous intéresse présentement, ce sont les jumeaux, Atrée et Thyeste. Dans certaines versions, les deux frères vont assassiner leur demi-frère Chrysippe, jaloux des largesses que celui-ci obtient de la part de leur père, et vont être bannis pour ce crime. Dans une autre version, Chrysippe va être enlevé par un membre de la famille des Labdacides, mais ça c'est pour une autre vidéo. Ceci dit, il peut très bien avoir été enlevé, puis plus tard rendu à sa famille, et enfin assassiné par ses demi-frères, tout est une question de chronologie. Les jumeaux vont être recueillis par le roi de Mycène, Eurysthée. Celui-ci meurt sans enfant. Un oracle va conseiller aux habitants de prendre pour roi un des fils de Pélops. Mais quelle bonne idée! Atrée va faire le vœu de sacrifier son plus bel agneau à la déesse Artémis, mais en faisant le tour de son troupeau, il tombe nez à nez avec un agneau à la toison d'or. Et curieusement, tout de suite, il a beaucoup moins envie de le sacrifier. Alors il l'offre à Hérope, sa femme, pour le planquer. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle fait Hérope? Eh ben elle s'éclate avec son beau-frère, Thyeste donc. Elle va lui remettre l'agneau et le convaincre de proposer à Atrée que celui qui pourra présenter l'agneau deviendra roi. Ce que fait Thyeste. Atrée, sans même vérifier, est absolument convaincu qu'il est toujours en possession du dit agneau, accepte, évidemment. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Thyeste brandit l'agneau et « Oh, bah dis donc, on dirait que le trône vient de passer sous le nez d'Atrée, dis donc !» Ensuite, c'est un peu flou. On sait globalement que les dieux, pas dupes, ont bien compris la trahison de Thyeste. Donc Zeus lui fait promettre de rendre le trône à son frère le jour où le soleil se couche à l'est. Et Thyeste promet, pensant certainement que c'est pas pour demain la veille. Dans une autre version, c'est Hermès qui apparaît à Atrée en songe et qui lui dit de demander ça à son frère. Dans les deux cas, le dit frère accepte. Et voilà que Zeus va faire un brin de causette avec Hélios, le dieu du soleil, qu'il convainc, une fois n'est pas coutume, de se coucher à l'est. Thyeste a promis, il rend donc le trône à son frère. Atrée le bannit et ça aurait pu s'arrêter là. À dire vrai, ça aurait certainement dû, mais non. Atrée découvre alors que sa femme, en plus d'avoir trempé là-dedans, a également laissé Thyeste la tremper elle, si je puis dire. Sachant que, visiblement, elle a quand même donné plusieurs enfants à son beau-frère, c'est quand même à se demander comment il a fait pour ne rien voir, Atrée, mais enfin bon, bref. C'est comme ça, il a rien vu. Et là, il est tellement fâché qu'il laisse macérer sa rage un petit moment, et puis qu'il finit par envoyer un messager à la poursuite de Thyeste sous prétexte de se rabibocher. Thyeste revient avec deux de ses enfants issus de son union contre nature avec sa belle-sœur. Tout se passe pour le mieux, Atrée a l'air positivement ravi de les accueillir tous les trois et propose même qu'ils fassent un sacrifice aux dieux pour les remercier de cette fin heureuse. Il embarque alors ses neveux avec lui, histoire de leur montrer comment procéder, pendant que Thyeste lui se rend au banquet donné en son honneur. Il boit et mange comme un bienheureux quand Atrée revient sans les deux garçons. La vérité éclate donc, Atrée a sacrifié ses neveux, les a découpés, fait cuire, cuisiné et servi à son frère qui s'en est régalé. Selon les versions du mythe, il en garde toujours un petit morceau pour avoir une preuve à montrer à son frère de ce qu'il a réellement fait. Donc un coup ce sont les mains ou les pieds, un autre coup ce sont les têtes, bref, ça dépend des versions. Les dignes descendants de Tantale, ceux-là vraiment, sont parfaits. Thyeste fuit l'horreur de ce qu'il a fait, évidemment. Mais comme il est plus à une horreur près, quand un oracle débarque et lui annonce que s'il viole sa fille Pélopia, le fils qu'il aura de cette union incestueuse tuera Atrée, il se dit « Mais évidemment, comment n'y ai-je pas songé plus tôt ?» Et donc il le fait, bien sûr. Et là de nouveau ça diffère. Dans certaines versions, Pélopia est récupérée par son oncle, Atrée, qu'elle épouse, oui, absolument, et qui élève comme son fils, Égiste, l'enfant incestueux donc, de Pélopia avec son père Thyeste. Ça va, tout le monde suit? Dans d'autres versions, Pélopia abandonne l'enfant, mais dans tous les cas, il finit toujours par se retrouver dans les bras de son oncle qui l'élève. Alors en fonction des versions, c'est pas toujours au même moment, mais dans tous les cas, Pélopia finit par se suicider. Alors arrivé à l'âge adulte, en effet, Égiste apprend le secret de sa naissance et tue son oncle Atrée. Mais pendant tout ce bazar, Atrée et sa femme Hérope ont quand même eu plusieurs enfants dont deux sont particulièrement connus. Agamemnon et Ménélas. Vous savez, les rois qui sont partis à Troie pour guerroyer, récupérer l'aine de Sparte, tout ça, voilà, ceux-là. À la mort de son frère, Thyeste, bien sûr, récupère le trône. Il en sera chassé par les fils d'Atrée, et il ira mourir seul sur l'île de Cythère. Voilà.
Passons à la génération suivante, et croyez-moi sur parole, ils sont pas mieux que les précédents. Bon, je sais pas si vous vous rappelez, mais au début de leur arbre généalogique, il y a Zeus. Bon, et bien pendant que toutes ces petites horreurs se déroulent tranquillement, Zeus fait la rencontre de Leda. Et il fricote un petit peu avec elle, tranquillement, sous une forme de cygne. De leur accouplement vont naître 2 œufs. Dans le premier œuf, les jumeaux divins, Hélène et Castor. Et dans le deuxième œuf, les jumeaux mortels, Pollux et Clytemnestre. Agamemnon va rencontrer Clytemnestre, qui à ce moment-là est déjà marié, ce qui n'a pas l'air de poser à Agamemnon un gros problème de conscience. En toute détente, il va donc tuer le dit mari, qui s'avère être, attention, roulement de tambour, Tantale II, fils de Thyeste, frère de feu Pélopia. Donc on reste toujours dans la famille, hein. Donc Agamemnon tue Tantale II et épouse Clytemnestre, avec qui il aura Oreste, Électre et Iphigénie. De son côté, Ménélas épouse Hélène de Sparte, avec qui il aura seulement Hermione. Alors on sait ce qui se passe ensuite et va déclencher la guerre de Troie, mais avant de partir pour Troie, petit problème, le vent refuse de se lever pour faire partir les navires. Agamemnon consulte donc un oracle pour solutionner le problème. Et là, qu'est-ce qu'il dit, l'oracle ? Si tu sacrifies ta fille Iphigénie, les vents se lèveront. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait ? Mais bien sûr, pas de problème, faisons ça. Et Clytemnestre a beau supplier, il ne se laisse pas fléchir et sacrifie donc Iphigénie. Pour aller faire la guerre. En vrai, elle est sauvée in extremis par Artémis, mais ça personne ne le sait. Le sacrifice assuré, les vents se lèvent et tout ce petit monde part faire la guerre de Troie. Durant la dite guerre, Agamemnon va capturer Cassandre, qui est une princesse troyenne, une devineresse de génie, condamnée par Apollon à ce que personne ne la croie jamais, parce qu'elle s'est un jour refusée à lui. Charmant. Cette fort sympathique mais malchanceuse Cassandre va donc tomber dans les griffes d'Agamemnon, à qui, pour son plus grand malheur, elle plaît bien. Et elle lui plaît tellement qu'il va quand même lui faire 2 enfants. Et puis la guerre de Troie finie, tout le monde range ses petites affaires, et Agamemnon va pour rentrer chez lui en embarquant sa maîtresse, ou sa prisonnière, tout est une question de point de vue, leur gosse, et retour au bercail. Mais pendant ce temps-là, on se doute bien que Clytemnestre n'est pas restée prostrée à pleurer sur son sort. Non. Inconsolable de la perte de sa fille Iphigénie, elle s'est dégotée un amant. Quel est le rapport, me direz-vous ? Il arrive. À votre avis, qui est l'amant en question ? Eh oui, Égiste, le rejeton de l'union incestueuse de Thyeste avec sa fille Pélopia. Celui-là. Cassandre, qui n'a pas perdu toutes ses capacités de devineresse, prévient Agamemnon. Mais malédiction oblige, il doit lui répondre probablement un truc sympathique du genre « T'inquiète cocotte, je gère la situation ». Cocotte, en l'occurrence, ne s'angoisse pas du tout pour rien. Parce que les 2 comploteurs, ils vont pas y aller avec le dos de la cuillère, assassinant d'abord Cassandre et les enfants, puis Agamemnon directement dans son bain. Mais ça ne s'arrête pas là, et non. Électre, craignant pour la survie de son très aimé petit frère, l'envoie vivre chez un oncle. C'est à l'âge adulte et suivant l'oracle d'Apollon, qu'Oreste rentre enfin chez lui commettre le double meurtre pour lequel on le connaît, c'est-à-dire sa mère Clytemnestre et son amant Égiste. Si le meurtre d'Égiste est reconnu comme une vengeance, disons, dans les clous, celui de Clytemnestre ne passe pas, mais alors pas du tout. Un matricide, c'est quand même autre chose. Pour ce crime abominable, Oreste est poursuivi sans cesse, et persécuté, c'est important, par les Érini, sorte de divinités vengeresses. Elles sont l'équivalent des furies que l'on trouve chez les Latins. Bref, Oreste va être pris de crise de folie, l'amenant jusqu'à Athènes où, suivant les conseils d'Athéna, il va être jugé sur l'aréopage et absous du meurtre de sa mère. Il finira sa vie tranquille, roi, fait des enfants, etc. Pépouze. Il en va de même pour sa sœur Électre qui va également se marier, faire des enfants, tout ça. Bref, il semble bien que l'horreur génétique de cette famille maudite s'arrête avec l'absolution d'Oreste. L'histoire des Atrides a été maintes et maintes fois reprise, mais à la différence des Labdacides, vidéo à suivre, elle l'a été bien plus au théâtre que dans les autres arts. Quel intérêt et surtout pourquoi reprendre un mythe déjà tant de fois travaillé ? Eh bien exactement pour la même raison qu'un nouveau James Bond sort très régulièrement. Ces mythes font partie d'une histoire plus ou moins commune, un peu comme une mémoire collective si vous voulez. Et en ce sens, c'est un peu comme un James Bond. Je m'explique. Aujourd'hui, c'est un personnage qui fait partie de la pop culture et que chacun peut s'approprier. A l'origine, il y a un roman de Ian Fleming intitulé « Espions, faites vos jeux », sorti en 1953 et qui sera tardivement adapté sous le nom « Casino Royale ». Mais depuis, cela fait très longtemps que ce personnage a échappé à son seul créateur.
Les illustrateurs le dessinent, les scénaristes l'écrivent, chacun s'en saisit, y met sa patte, une couleur différente, des émotions, etc. Bref, chacun le traite comme il veut. Et il en va tout simplement de même avec un mythe aussi ancien que celui des Atrides. Et ce d'autant plus qu'on y trouve énormément de personnages. Et comme il s'agit d'un mythe, chacun y va de sa version, de son interprétation, ce qui provoque irrémédiablement de très grandes différences entre deux pièces, si l'on ne parle que de théâtre. Ne serait-ce que les 3 auteurs antiques dont il nous reste quelques pièces, eux-mêmes n'ont pas la même version du mythe. Et puis si les Grecs n'aimaient pas beaucoup les effusions de sang, les Romains en revanche les adoraient. Ce qui explique d'ailleurs qu'on ne trouve pas, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, qu'on se comprenne bien, de pièces chez les Grecs centrées sur les 2 personnages les plus sanglants de cette histoire, à savoir les jumeaux Atrée et Thyeste. On trouvera en revanche des pièces centrées sur Agamemnon, Oreste ou Électre. Chez Sénèque, on va effectivement trouver Agamemnon bien sûr, mais on va également trouver Thyeste cette fois-ci, pièce dans laquelle son frère Atrée sacrifie ses neveux. Sur scène. En live. On va également trouver une Iphigénie chez Racine par exemple, mais qui va s'attarder là plutôt sur les douleurs d'Agamemnon à l'idée de sacrifier sa fille Iphigénie et comment son choix va peser sur cette famille et abattre le désespoir sur tout le monde. Chez Sénèque, Agamemnon n'hésite pas une seule seconde et n'a aucun scrupule à sacrifier Iphigénie, l'oracle lui dit il faut le faire et il le fait. Bref, il existe beaucoup d'adaptations qui permettent à chacun de trouver son bonheur dans les différentes variations du mythe. On vous en met quelques-unes en description si ça vous intéresse. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas, un petit pouce bleu, un commentaire, et dites-le si vous avez des questions ou même des suggestions. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, quant à moi je vous dis à très bientôt pour la 2e famille maudite de la Grèce antique. Restez à l'affût.